Donc permettez-moi de me présenter, donc Gaël Renoux, donc je suis staff engineer à Datadome. Donc je travaille à Datadome depuis maintenant 5 ans à peu près. Et avant ça, j'ai bossé à peu près 20 ans dans la tech, à quelques semaines près. Ça fait du coup depuis 2019 qu'on utilise Flink en production. Et je code personnellement en Scala depuis 2016. Donc je ne sais pas s'il y a combien de scalaïstes dans la salle à tout hasard? Ah, un peu plus que ce que j'aurais pensé. Alors voilà, je suis désolé pour vous et je rassure les autres, les quelques exemples de code seront en Java. J'ai visé le grand nombre plus que la hype. Et du coup, le plan pour aujourd'hui, donc on va commencer par une petite introduction. Je vais vous présenter un petit peu notre cas d'utilisation et puis la proposition de valeur de Flink. Ensuite, on va carrément faire un deep dive dans un job Flink. Ok, à quoi ça ressemble un job Flink? C'est structuré comment? Puis on va regarder un peu le code aussi pour avoir une idée de la développeur expérience. Ensuite, gros pas en arrière, on va regarder plutôt le déploiement, la partie voilà, comment on distribue un cluster Flink. Un petit zoom sur la gestion de l'état, parce que c'est un point quand même super important. Et enfin, donc je ferai un petit tour rapide des quelques fonctionnalités, parce qu'en 45 minutes, je ne vais pas avoir le temps de tout faire. Donc on va passer rapidement sur quelques fonctionnalités importantes. Et à la toute fin, on fera un tour de Flink dans l'écosystème, en fait. Comment il se compare avec d'autres frameworks, d'autres outils similaires, et de voir un peu c'est quoi ses avantages, ses inconvénients par rapport à cela. Ok, alors introduction. Alors déjà, je vous présente rapidement Datadome. Donc on est une entreprise de cybersécurité. En fait, on fait de la détection et du blocage de trafic frauduleux. Fraude à la pub, fraude à la carte bleue, scan de vulnérabilité, scrapping, tout ce genre de choses-là. Et notamment, des points importants pour ça, c'est ce qu'on appelle notre détection anti-bot. On détecte si ce qui se connecte, c'est un humain ou un bot. Pour faire ça, on a 3 mécanismes. Le premier, c'est la signature. En gros, si on reçoit une requête, si dans la requête, il y a marqué que le user agent, c'est Mozilla, mais que les headers, c'est ceux de curl, tu es un bot, et en plus, tu me prends pour un idiot, ça me vexe. Ensuite, il y a les réputations. Là, c'est tout con, c'est au bout d'un moment, les data centers, merci, on les a repérés. Donc, même ceux qui ne sont pas officiels, ok, cette plage d'adresse IP, c'est un data center, ce n'est pas des humains qui habitent là. Et enfin, le dernier point, c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le comportement. On va détecter un bot d'après son comportement. À nouveau, pour prendre l'exemple le plus basique, si vous faites 100 requêtes par seconde, vous n'êtes pas un humain. Pour vous donner un petit peu une idée de nos chiffres, aujourd'hui, on traite environ 200 000 requêtes par seconde en vitesse de croisière. Je ne parle pas en attaque DDoS, ça monte évidemment beaucoup plus haut. Mais en vitesse de croisière, c'est à peu près ce qu'on a. On a 300 000 règles de comportement. Donc ça va être une règle de comportement, ça va être soit un modèle que le bot suit, comme faire 100 requêtes par seconde, soit un modèle qu'il ne suit pas, comme avoir un comportement de navigation logique. Et du coup, le délai pour prendre une décision, notre P99, il est à 100 millisecondes. Alors là, je parle bien d'une décision comportementale. C'est le temps qu'il nous faut pour hey, on a reçu une requête qui nous permet de conclure ok, là, ça y est, le comportement, il pue. On envoie une décision de blocage. La décision de blocage elle-même, une fois qu'elle est prise, c'est quelques millisecondes. Il faut aussi savoir que les 100 millisecondes de P99, en fait, il est beaucoup dû à quelques retardataires. En fait, si je descends à la médiane, on est aussi plutôt de l'ordre de quelques millisecondes en termes de délai de décision. On bosse pas mal dessus, du coup, pour essayer de réduire encore davantage notre latence de décision. Chez Datadome, du coup, Flink, c'est quoi? On a 5 jobs Flink, dont la détection comportementale dont je vous ai parlé. On en a aussi pour de l'alerting, pour les statistiques, etc. 200 serveurs aujourd'hui, dont une centaine, rien que pour la détection comportementale. Et du coup, on utilise Kafka comme outil de data streaming avec environ une cinquantaine de nœuds. Alors, ça, c'est la définition que Flink se donne de lui-même. C'est ce qu'il y a sur leur site, c'est vraiment la définition de Flink. Et du coup, on va zoomer un petit peu sur les points importants. Donc, le premier point à noter, c'est que vraiment Flink se définit comme streaming first. Ce n'est pas du micro-batch, c'est du pur streaming. On traite événement par événement. Alors, il se peut que le stream se termine, dans ce cas-là, c'est un batch, mais fondamentalement, on traite un stream événement par événement. On le traite avec un état. On traite avec un état qu'on va stocker en RAM, tout simplement pour une question de rapidité d'accès. Il n'y a pas de système de stockage central de l'information. Et enfin, c'est distribué et scalable, c'est-à-dire qu'on peut étendre, rajouter des nœuds et des nœuds pour étendre la capacité à traiter du trafic. Cette combinaison de trafic, de systèmes distribués avec stockage en mémoire, forcément, ça a un impact sur le paradigme choisi par Flink en termes de traitement. C'est-à-dire qu'on a une colocalisation entre les traitements et les données. Les données sont là où le traitement est fait, sur le nœud où le traitement est fait. Je répète, il n'y a pas de système de stockage central. Et on va voir, ça a pas mal d'impact, à la fois sur les performances, mais aussi sur certaines contraintes qu'on va avoir avec Flink. Donc voilà pour l'introduction.
Donc là maintenant, eh ben, on va rentrer un petit peu dans le cambouis, on va mettre les mains dans le cambouis, puis on va voir un petit peu à quoi ressemble un job Flink. Ça, c'est une version extrêmement simplifiée. Si vous voulez, à la fin, je pourrais vous montrer à quoi ressemble notre vrai job de détection de bots, un schéma rapide. Ça, c'est une version extrêmement simplifiée. On a des sources et des sinks. Donc les sources, pour nous, c'est essentiellement du Kafka. Donc par exemple, on va lire les requêtes et les règles d'un côté. De l'autre, on va avoir les sinks. C'est là où on va envoyer le résultat de notre job Flink. Donc ça va être du stockage, par exemple, dans S3. Ça va être un autre topic Kafka. Flink offre pas mal de connecteurs différents au niveau source et sink. Donc nous, on utilise surtout Kafka, S3, Elasticsearch. On en a également codé un parce qu'on n'avait pas un de base pour un accès à une base de données relationnelle. On a un tout petit job qui utilise une base de données relationnelle. Donc on a eu besoin de coder le connecteur pour ça. Je ne vais pas rentrer plus en détail pour ça. Pour aller voir la doc, il y a une liste longue comme ça de connecteurs. Entre les sources et les sinks, vous avez les opérateurs. Et les opérateurs, c'est eux qui vont faire du coup le travail. Donc on a des opérateurs comme extraction, par exemple, qui va être un opérateur tout simple, qui va juste être là, prendre une requête, extraire 2-3 infos utiles, et balancer tout ça en sortie pour avoir des traces. Et on va avoir des opérateurs plus compliqués, comme l'agrégation et l'analyse, qui, elles, vont devoir conserver un état au cours du temps et travailler à partir de cet état-là. Donc si je commence avec l'opérateur le plus simple, vraiment basique, entrée les requêtes, en sortie des traces, au milieu de l'opérateur. Comment lui va se décliner au niveau parallèle? Imaginons que j'ai mes opérateurs qui s'enchaînent avec un parallélisme de 2 sur chaque opérateur. Chaque opérateur va avoir plusieurs subtasks. Donc par exemple, l'opérateur A, subtask A1, A2. Et Flink va répartir le trafic de manière équilibrée entre les différentes subtasks qui peuvent prendre le trafic. D'un opérateur à l'autre, par défaut, Flink va plutôt se mettre en mode ce qu'il appelle forward. Donc le forward, ça veut dire que les messages sortant d'une subtask vont être envoyés à la subtask de l'opérateur suivante qui est colocalisée. L'avantage, c'est que ça limite le trafic réseau à se balader entre les machines. L'inconvénient, c'est que votre opérateur, potentiellement, n'a peut-être pas autant de messages en sortie qu'il en avait en entrée. Vous pouvez filtrer, vous pouvez en envoyer plusieurs, vous pouvez dupliquer de la donnée. Et dans ces cas-là, vous risquez de vous retrouver avec un trafic déséquilibré. Et pour ça, du coup, Flink propose un système de rebalance pour lui dire non, mais je veux que tu me redispatches tout le trafic. Du coup, là, c'est bon, je suis confiant, l'opérateur C sera à nouveau bien équilibré entre les subtasks. Par contre, je paye le prix en termes forcément de consommation réseau et de trafic entre les différentes subtasks. Dans le code, à quoi ça va ressembler? Au niveau du stream, on va juste appeler une méthode process avec une instance de l'extract function. L'extract function, c'est une process function. C'est le nom de la classe qui implémente un opérateur. La méthode principale, process element, elle va prendre la requête, 2-3 infos en plus, 2-3 trucs en plus. Et quand elle a fini, elle va appeler un out.collect pour balancer la trace en sortie. Alors quelques points importants à noter. Le premier, c'est que le out.collect, en fait, a un intérêt, c'est que vous pouvez déjà l'appeler plusieurs fois ou pas du tout, selon que vous faites du filtre, de la duplication, tout ça. Et surtout, vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin de la méthode pour le faire. Donc si vous avez une méthode qui est longue, par exemple, c'est des traitements compliqués, dès que vous avez un bout d'info envoyé, vous pouvez appeler votre out.collect. Et des fois, ça vous permettra de grappiller quelques précieuses millisecondes à droite à gauche. Le deuxième point très important à noter, c'est une subtask, c'est une instance de l'extract function, et une instance de l'extract function est monothread. C'est-à-dire que vous n'aurez jamais plusieurs threads en même temps en train de travailler dans la même classe. Ce qui veut dire qu'aucun souci pour gérer, par exemple, des attributs de classe. Alors, vous n'allez pas gérer l'état comme ça, on va voir après pourquoi. Par contre, vous pouvez tout à fait gérer un cache, par exemple. Et votre cache, ça peut être aussi bête qu'une hmap, qui sert à cacher des informations. Aucun souci, pas besoin de synchroniser, pas besoin qu'elle soit concurrente, puisque la classe sera monothread. En vrai, sur les trucs simples, on ne va pas faire comme ça, parce que Flink propose des solutions beaucoup plus simples. C'est les mêmes méthodes que vous allez retrouver sur les JavaStream ou sur les collections Scala, à savoir les méthodes habituelles, map, filter, etc. Et vous allez juste lui passer la méthode en paramètres. Si tout ce que vous avez besoin de faire, c'est une transformation, vous faites comme ça. On va rarement faire des extract functions aussi simples que ça. Ça n'a aucun intérêt, c'est verbeux pour des prunes. On va se pencher maintenant sur un opérateur un peu plus intéressant, qui est l'opérateur d'agrégation. L'opérateur d'agrégation, le principe, c'est qu'il va falloir garder un état. Et cet état, on a la question de comment on va distribuer cet état. Donc du coup, on va le séparer déjà en mettant par clé. Donc on va commencer par définir une clé à notre opérateur. Donc ici, par exemple, ça va être le client ID. C'est le client qui est en train de se connecter au site de notre customer. Et du coup, on va agréger ces statistiques pour chacun des clients. Comment ça se décline du coup au niveau des différentes subtasks? Le keybuy, en fait, va dispatcher le trafic sur les subtasks d'après leur clé.
Évidemment, là, en fonction de ce que vous utilisez comme clé, de ce que vous avez comme parallélisme, ben, Flink ne peut pas forcément garantir l'équilibre entre les subtasks. Mais généralement, vous avez un nombre de clés très largement supérieur au parallélisme, et du coup, la répartition se fait bien. Chaque subtask, du coup, va gérer l'état correspondant aux clés qu'elle est en train de traiter. Donc là, la subtask 1, elle gère les clés carré, losange, et la subtask A2 qui gère les clés ronds. Et voilà, continue à travailler avec ça. Donc c'est important, du coup, ça veut dire que chaque instance de la process function qu'on a vu avant va gérer plusieurs clés. Ce n'est pas une instance par clé. Dans le code, la seule différence au niveau du stream, c'est qu'on commence par un keyby. Au niveau de l'implémentation, on est passé de process function à keyed process function. Et on a rajouté un state descriptor qui décrit en gros l'état qu'on est en train de stocker. Dans la méthode processElement, en fait, on récupère le state, on fait un point value pour choper la valeur courante de l'état, et quand on fait, comme d'habitude, ce qu'on a à faire, on fait le out.collect, je ne l'ai pas remis, et quand on a fini, on va on va updater le state. Ici, j'ai fait un peu simplifié pour résumer le truc, mais en pratique, le getRuntimeContext.getState, typiquement, va être mis dans soit défini à la création en Java, soit fait dans une lazy-val en ce cas-là. Vous n'allez pas le rappeler à chaque process element. C'est bien la méthode .value qui vous renverra, qui est importante et qui vous renverra à chaque fois l'état courant. Vous aurez noté que je ne lui passe pas la clé en paramètre. Flink, au moment où il appelle processElement, il a déjà valorisé le state pour que l'appel à .value et l'appel à .update poussent bien au niveau de la clé courante. Et du coup, c'est comme ça que vous allez stocker votre état. Là, il n'y a qu'un seul state. Vous pouvez avoir autant de state descriptors et donc de states différents que vous voulez pour une seule clé. Pardon. Maintenant, on va passer au troisième opérateur qui est encore un peu plus complexe, puisque là, on va rajouter des règles. Le principe étant que pour décider si oui ou non on va bloquer ce client à partir des statistiques qu'on a agrégées, on va le faire passer à travers tout un ensemble de règles. Là, la petite différence, c'est que les règles, on ne veut pas qu'elles soient réparties entre les subtasks. Pour traiter une portion du trafic, la subtask a besoin de l'intégralité des règles. Et donc ça, c'est le rôle de l'opérateur broadcast, enfin pas de l'opérateur, mais du mécanisme de broadcast. Donc le broadcast signifie tout simplement que chaque subtask va recevoir l'intégralité des règles, pas juste une partie. Au niveau de l'opérateur, on aura du coup, on aura toujours notre état par clé, par exemple ici l'historique des décisions passées, mais on aura également un état de broadcast qui, lui, pour le coup, sera identique sur toutes les subtasks. Donc là, je vous ai parmi le keyby, mais au niveau du broadcast, on voit que les messages sont vraiment dupliqués sur chaque subtask. Chaque subtask va traiter séparément le flux de broadcast, mettre à jour son propre état de broadcast, mais du coup, qui devrait être normalement identique entre toutes les subtasks. Chacune d'entre elles va avoir son propre état de broadcast identique à celui de toutes les autres. Au niveau du code, encore là, on commence à avoir un des petits problèmes de Flink, c'est que l'API n'est pas toujours extrêmement pratique. On en reparlera plus tard. On connecte le flux de broadcast, donc voilà, avec la ligne qui est surlignée en vert là-haut. Vous avez le state descriptor, donc c'est pour l'état de broadcast. Donc là, cette fois-ci, j'en ai fait un map state, donc ça veut dire qu'on a des rule sets séparés pour chaque type de trafic, web, mobile, etc. Et du coup, au niveau du process element, ça ne change pas grand-chose, c'est juste qu'on va récupérer le broadcast state au début de la méthode, on va faire notre travail, et là, on aura notre rule set, le rule set dont on a besoin pour faire nos opérations, et à la fin, comme d'hab, out.collect, blablabla. Par contre, on a rajouté une méthode qui est le process broadcast element, et du coup, c'est lui qui va prendre une règle. Lui, pour le coup, il a accès au broadcast state en écriture, alors que le process element, lui, n'y a accès qu'en lecture, puisqu'il n'est pas censé le modifier. Le process broadcast element, lui, va récupérer le broadcast state et du coup le mettre à jour avec la nouvelle règle disponible pour nos traitements. Je vais m'arrêter là pour le deep dive, au sens main dans le cambouis. Il y en a encore beaucoup plus, évidemment, mais j'ai pas le temps en 45 minutes de faire un tutoriel complet, il me faudrait 3 heures. Donc on va faire un petit pas en arrière maintenant pour causer plus. Ok, maintenant qu'on voit à peu près à quoi ressemble le job, qu'on a une idée d'un peu de la développeur experience, ok, et du point de vue Ops, du point de vue gestion du cluster, ça se passe comment? Un cluster Flink va être composé d'un certain nombre de nœuds, des job managers et des task managers. Le job manager, typiquement, vous en avez plusieurs, mais un seul d'actif. Il y en a plusieurs pour une simple question de résilience. S'il y en a un qui tombe, il y en a un autre qui est prêt à prendre le relais. Le job manager, c'est lui que vous allez balancer le job.
C'est lui qui va instancier le job, toutes les classes, etc., qui va vraiment instancier le graphe du job, et après qui va l'envoyer à tous les task managers, parce qu'il garde également la liste des task managers disponibles. Il va transmettre du coup le job aux task managers qui vont l'exécuter. Là, alors Flink a plusieurs modes d'exécution au point de vue déploiement. Là, ce que je vous décris, c'est ce qu'il appelle le mode session, c'est-à-dire vous avez un cluster et vous déployez un job. Il propose également un mode, c'est pas la mode application, qui est basé sur, alors je crois que c'est que pour Kubernetes, qui permet de en fait vous instancier le cluster avec le job. Quand vous démarrez votre container Kubernetes, il instancie le job manager, exactement le bon nombre de task managers, etc. Les deux existent. Aujourd'hui, Flink tend plutôt à pousser le mode application que le mode session. Les job managers proposent également un dashboard. Donc ça, voilà, c'est à ça que ça ressemble à peu près, un dashboard Flink. Donc là, pour le coup, c'est un vrai exemple d'un job chez nous, mais où j'ai triché, les nombres, c'est pas les vrais. Donc voilà un job Flink. Donc ça vous montre un petit peu l'état du job, depuis combien de temps il tourne. Vous pouvez regarder un petit peu où il en est, quelles erreurs il a rencontrées. Et vous avez un graphe du job. Donc là, c'est pas très net, mais on voit qu'il y a deux qui sont un petit peu plus violets que les autres. C'est tout simplement pour marquer qu'ils ont un peu plus de trafic, ceux-là en ce moment. Ces opérateurs-là sont un peu plus busy que les autres, sans être surchargés. Les task managers maintenant, les task managers sont répartis en slots. Un slot, grosso modo, vous avez sur un task manager normalement autant de slots que de vCPU, à peu près. Et un slot, c'est un espace isolé où va runner un morceau de votre job. Donc les slots, alors, ont chacun leur mémoire. Vraiment, pas de partage de mémoire entre slots. Ils ont normalement chacun leur CPU, mais c'est beaucoup plus difficile évidemment de forcer la séparation des CPU. Et là où nous, on a rencontré quelques petits soucis avec, c'est les IO. Parce que là, pour le coup, aucun OS est capable de séparer les IO correctement entre différents morceaux. Donc potentiellement, ça nous est déjà arrivé qu'un slot bouffe toutes les IO quand vous avez un job un peu déséquilibré. Donc c'est un point auquel il faut faire attention. Quand vous déployez un job, donc là, par exemple, j'ai un job tout simple, avec mes deux opérateurs A et B ont un parallélisme de 1. Bon, il y a deux subtasks A1 et B1 qui vont être sur le même slot. Si je déploie un autre job qui a un parallélisme de 2, mon opérateur A aura deux subtasks A1 et A2 qui seront sur deux slots séparés. Alors par contre, il faut bien voir qu'on n'a pas chaque opérateur n'occupe pas un slot séparé. C'est bien les différentes subtasks d'un même opérateur qui vont occuper des slots séparés pour assurer une bonne répartition de la charge. Parfois, vous allez savoir que vous avez un opérateur qui est beaucoup plus gourmand que les autres. Vous savez qu'un certain opérateur, il va bouffer du CPU, ou alors il va faire des IO de dingue, et du coup, il va faire chier tout le monde. Ce que vous pouvez faire dans ces cas-là, c'est définir ce que Flink appelle des slot sharing groups, pour dire, OK, l'opérateur C, je sais qu'il pue de la gueule, il va bouffer toute la mémoire, il va être chiant, donc lui, je le mets sur des slots séparés. Les subtasks C1 et C2, du coup, auront leur slot à eux, et les autres, ils resteront sur des slots tranquilles où ils ne seront pas pénalisés par le fait de devoir partager un slot avec des opérateurs trop gourmands. Entre les différentes subtasks, Flink communique via un buffer. Donc en gros, la sortie d'une subtask va être sérialisée, écrite dans un buffer. Et là, en fait, je triche un peu parce qu'il n'y a pas un seul buffer. En vrai, il y a deux buffers. Il y a un buffer de sortie pour la subtask A1 et un buffer d'entrée pour la subtask B1. Merci. Flink applique de la back pressure, c'est-à-dire que quand il voit qu'un buffer est plein, il va demander à la tâche en amont tout simplement d'arrêter de consommer. Parce que ça veut dire que la subtask, la B1, elle est trop chargée, elle n'arrive pas à suivre, donc elle n'arrive pas à vider son buffer. Du coup, on va ralentir la tâche A1, et petit à petit, comme ça va remonter en amont jusqu'à tout simplement ralentir la lecture à la source. Et du coup, éviter de faire exploser le job s'il n'arrive pas à suivre en termes de trafic. Une optimisation importante au niveau Flink, c'est tout à l'heure, je vous ai montré au niveau des opérateurs le mécanisme de forward, qu'on a vraiment deux opérateurs qui suivent et du coup qui sont vraiment sur le même, qui vont être sur le même slot en pratique. Donc, le trafic va rester sur le même slot. En vrai, ça n'arrive pas si souvent que ça parce que Flink optimise très souvent ce type de subtask autant qu'il le peut en les enchaînant l'une à l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y aura même pas de buffer entre les deux. C'est qu'entre la subtask B1 et la subtask C1, en fait, il y aura juste un appel Java. On va juste passer l'objet. Évidemment, c'est bien meilleur en termes de perf. L'inconvénient avec ça, c'est que du coup, c'est qu'une seule task. Et du coup, au niveau des métriques, donc Flink a pas mal de métriques, il est vraiment bien fourni là-dessus. Vous allez voir qu'une seule task. Donc si vous avez de la back pressure appliquée sur la subtask A1, vous n'allez pas savoir comme ça, est-ce que c'est B ou C qui ralentissent tout le monde. Donc si vous voulez le savoir, vous avez plusieurs solutions. Analyser le code, et puis des fois c'est évident.
D'autres fois, ça va être, ben non, je vais forcer Flink, je vais interdire à Flink de faire du chaînage entre ces deux opérateurs-là. Comme ça, je serai capable de voir est-ce que c'est B ou C qui est en train de me ralentir mon traitement. Alors, si on fait un premier petit bilan en termes de ce que Flink permet au niveau tout ce qui est distribué. Scalabilité d'abord, Flink est excellent en termes de scalabilité. Ce que j'entends par là, c'est que Flink, vous lui rajoutez 2 fois plus de nœuds, il traite 2 fois plus de trafic. Alors, honnêtement, c'est dur à gérer parce que bah, nous, forcément, au cours de l'évolution de nos jobs, on n'a pas que eu plus de trafic, on a aussi rajouté des features, etc. On a fait évoluer le job. Mais globalement, c'est l'impression que ça nous a fait au fur et à mesure qu'on rajoutait. On n'a jamais été déçu de l'augmentation de trafic permise par un rajout de nœuds. Ça a toujours été linéaire pour tout, à chaque fois qu'on essaie de le calculer. Donc, et ce qui est extrêmement bon signe. On se dit qu'à un moment donné, on va sûrement atteindre des diminishing returns, de fait que on va ajouter des nœuds, mais ça va commencer à plafonner. On n'a pas atteint ce point-là, vraiment. Ça augmente linéairement avec le nombre de nœuds. Par contre, scalabilité ne veut pas dire élasticité. Et ça, c'est une problématique fondamentale avec le paradigme de données de Flink, de co-localisation des données des traitements. C'est si vous rajoutez des nœuds, ok, super, ils vont pouvoir traiter des nouveaux nœuds. Mais là, tout de suite, ils n'ont pas d'état. Les clés existantes, tout l'état est déjà stocké sur les nœuds existants. Donc en fait, ils sont gentils, mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent, vos nouveaux nœuds? S'il n'y a pas de nouvelles clés, les clés existantes, on ne peut pas les déporter comme ça. Donc, jusqu'à très récemment, Flink ne vous permettait pas d'augmenter le parallélisme durant le run, il fallait faire un arrêt-relance, avec plus de parallélisme. Et du coup, l'interruption de service que ça implique. C'est en train de changer. Ils ont rajouté récemment un autoscaler par opérateur où il peut augmenter spontanément. Hop, cet opérateur il est un peu surchargé, j'augmente son parallélisme juste à lui et je ne restarte que l'opérateur. Donc le restart pour le coup est beaucoup plus rapide. On ne l'a pas encore testé, il est encore noté comme expérimental au niveau de la documentation Flink. Mais c'est quelque chose qui a priori devrait s'améliorer avec le temps. Par ailleurs, si on parle un petit peu au niveau de tolérance aux fautes, Flink n'est pas tolérant aux fautes au sens que si un task manager se casse la figure, le job va cracher. Pourquoi? Parce que, à nouveau, les données, elles sont sur le task manager, elles ne sont pas répliquées ailleurs. S'il n'y a plus de task manager, il ne peut pas continuer à bosser. Il ne peut pas continuer dans l'état où il est rendu. Parce que il n'a plus ces données. Donc il va restarter. On va discuter après de comment il reprend son état. Et au passage, c'est un des points que vous avez peut-être vu tout à l'heure sur le dashboard Flink que je vous montrais qu'il y avait des slots libres. Et c'est volontaire, parce que quand TM se casse la figure, il va essayer de redémarrer avec le même parallélisme, mais un task manager en moins. Donc du coup, avoir un task manager de RAB, ça veut dire que tout seul, il va être capable de redémarrer et d'occuper le task manager disponible. Mais c'est un redémarrage. Par contre, la reprise sur erreur, elle est très très bonne. Il va redémarrer sans perte d'état et avec une garantie at least once. Vous n'allez pas perdre de message. Il est capable de faire du exactly once sous conditions, mais honnêtement, les conditions sont tellement, tellement strictes qu'en pratique, il vaut mieux considérer ça comme du at least once, honnêtement. Alors, je viens de parler d'état, donc on va zoomer un petit peu. Oula. Du coup, gestion de l'état. Petit zoom sur la gestion de l'état. Flink propose 2 manières de stocker l'état au niveau des task managers. La première, c'est qu'il appelle donc Memory RocksDB. Memory, c'est relativement évident, comme son nom l'indique, on stocke en RAM. C'est rapide, c'est simple, il n'y a pas grand-chose à configurer à part vous assurer que vous avez masse de RAM. Par contre, avec masse de RAM, c'est toujours une limite, quoi. Vous n'allez pas pouvoir avoir une taille de RAM infinie. Aujourd'hui, nous, on a environ 50 Go par machine, ce qui est pas mal, mais ça nous limite en termes de RAM qu'on peut stocker au global sur le job. L'autre solution, c'est d'utiliser RocksDB. Donc alors là, on parle bien d'une instance RocksDB séparée pour chaque task manager. Hein. On ne parle pas d'un RocksDB centralisé. Donc quand je dis chaque task manager, correction, chaque slot. Ils ont chacun leur RocksDB. Ça va déporter du coup sur le disque dur les données qui ne tiennent pas en RAM. Évidemment, après, c'est une base de données, donc avec toutes les optimisations que ça implique, il va cacher les données, etc. Mais malgré tout ça, vous n'aurez pas les mêmes performances. RocksDB sera plus lent que faire d'une memory. L'avantage, c'est que vous n'avez pas de limitation en termes d'espace, ou en pratique, si limité par la taille du disque dur, mais au prix du disque dur, c'est pas très compliqué d'avoir largement assez. Nous, on a tout simplement choisi le memory parce que le coût en performance du RocksDB, pour nous, est rédhibitoire. Pas possible. Donc, on fait avec une memory.
on fait avec la limite de taille, et du coup, bah, on était obligé de rajouter des mécanismes pour gérer qu'est-ce qui se passe si on a trop d'états. Flink, de base, propose pas grand-chose pour ça, donc on a dû un peu du coder nous-mêmes pour rajouter des sécurités, des safety, si, oulala, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait le ménage si jamais on se retrouve à avoir trop d'informations. Alors maintenant, là, on va venir à la partie un petit peu intéressante aussi là-dessus sur la gestion de l'état, ce qui est la reprise comment on gère finalement la reprise sur erreur. Parce que je vous dis qu'ils en faisaient, mais pourtant, j'ai pas arrêté de vous dire que l'état, il est localisé au niveau de chaque task manager. Donc alors, et pour ça, on a un mécanisme donc, qui s'appelle le checkpoint, qui sert donc reprise sur erreur, mais également tout simplement aux arrêts relance programmés. Que ce soit pour une opération de maintenance, parce que vous devez changer un serveur, changer une carte réseau, whatever, ou une montée de version du job. Et donc le mécanisme de checkpoint en fait de Flink fonctionne avec. Vous avez des barrières de checkpoint, donc là les messages vont de gauche à droite, donc les plus anciens sont à droite. On a une barrière de checkpoint, du coup qui avance au milieu du flot de messages. Et tous les messages compris avant la barrière de checkpoint 42 seront dans le checkpoint 42 et les checkpoints ultérieurs. Après la barrière 42, les messages devront attendre le checkpoint 43 et ultérieur, etc. La manière dont va fonctionner du coup un opérateur dans Flink, c'est quand il va recevoir sur ses inputs la barrière de checkpoint numéro 42, ah, ça y est, je suis bon, il faut que je commence à faire mon checkpoint 42. Il va sérialiser son état, stocker ça sur un système de stockage externe, et quand il a fini, il va balancer en sortie sa barrière de checkpoint 42 pour dire c'est bon, moi j'ai fini, maintenant en aval, c'est à ton tour. En vrai, il y a une petite optimisation. Là, j'ai un peu menti en disant qu'il attend d'avoir fini pour envoyer la barrière de checkpoint. C'est pas tout à fait exact. En pratique, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un snapshot de l'état. Donc juste une copie. Une fois la copie faite, il se dit c'est bon, je peux recommencer à consommer des messages et je peux pousser la barrière en aval. Et de manière asynchrone, il va sérialiser l'état et l'envoyer dans le système de stockage. Parce qu'évidemment, sinon, tout le temps où il fait ce snapshot de l'état, il ne peut pas traiter de messages. Il est en train de, il ne peut pas traiter puisqu'il a un état qu'il faut qu'il stocke quelque part. Donc d'abord le snapshot, là c'est bon, il peut reprendre le trafic, et en asynchrone, il va sérialiser, et quand il a fini, il informe le job manager, au fait, j'ai fini, moi, le checkpoint, tu nous diras quand c'est prêt. Du coup, à quoi ça ressemble au niveau d'un job global ? Imaginons, voilà, on commence au checkpoint 42, au niveau de mes sources Kafka, c'est extrêmement facile, j'ai noté l'offset où j'en étais rendu. Les barrières de checkpoint vont avancer sur les différents canaux, ça va arriver aux différents opérateurs, qui vont dire ok d'accord c'est bon, j'ai reçu mon entrée, je fais mon checkpoint numéro 42 et je pousse en aval. Au niveau de l'opérateur d'analyse, vous avez vu, lui il a déjà reçu il a la barrière de checkpoint qui est en attente au niveau de l'entrée des règles, sauf que comme il ne l'a pas reçu au niveau de l'entrée des statistiques, il ne peut pas faire son checkpoint 42 parce qu'il sait qu'il a encore des messages qui devront être pris en compte dans le checkpoint 42 qui ne sont pas arrivés. Donc il attend. Il attend que la barrière avance. Là au niveau S3 c'est bon, on a fini, on a stocké l'état au checkpoint 42. Ça y est, enfin, l'analyse a pu faire l'opérateur d'analyse a pu faire son checkpoint. La barrière 42 avance et c'est bon, elle arrive au niveau Kafka et elle stocke l'état 42. Bon, vous êtes peut-être en train de vous dire, attendez, il m'en fume au niveau des syncs, et vous avez raison. Il y a un petit problème au niveau des syncs, on va y venir, qu'on va causer récupération. Au moment de la reprise, c'est pas très compliqué pour les sources, on les remet à leur offset. Les opérateurs, on les remet à leur état du checkpoint 42. Et du coup, on va recommencer à relire à l'offset 42, les messages vont arriver, et on va tout revoir comme avant, dans le même ordre. Pas de souci. Là où ça devient un peu compliqué, c'est au niveau des syncs. Parce que, en fait, comment vous revenez à un état 42 au niveau d'un sync ? Si on prend l'exemple de Kafka, par exemple, on pourrait se dire, il y a des commit rollback. Alors oui, mais moi, j'attends pas le checkpoint pour faire un commit. En termes de latence, c'est pas acceptable. Même si ça l'est, qu'est-ce que je fais quand je reviens à un checkpoint qui n'est pas le dernier ? Quand il y a eu plusieurs checkpoints, on a fait une montée de version qui a craché, du coup je veux revenir 3 checkpoints en arrière. Donc les solutions, soit votre sync, et du coup c'est là où vous avez de l'exactive once sous condition. La première condition, c'est soit le sync est vraiment capable de gérer une annulation, de revenir à un état spécifique, ce qui est honnêtement rarement le cas. Soit il va être idempotent. Soit il est vraiment techniquement idempotent, genre vous écrasez une donnée pour une certaine clé, et donc du coup vous allez l'écraser plusieurs fois, ok, très bien. Soit, ce qui est notre cas à nous, en fait on est fonctionnellement idempotent. On va envoyer le même message Kafka en sortie plusieurs fois, mais une décision de bloquer un client, en fait on l'envoie 3 fois, on a bloqué le client, quoi. Ça n'a pas de différence d'envoyer plusieurs fois la même décision. D'où mon ouais ok d'accord, le exactly once sous condition, elles sont gentilles vos conditions, mais en vrai c'est du at least once, quoi.
Alors, au niveau des fonctionnalités, je ne vous ai pas parlé de tout, j'ai zappé pas mal de trucs. Par exemple, je vous ai laissé entendre qu'au niveau des opérateurs, on avait un input, un output, c'est pas vrai. Il y a des opérateurs, il y a du multi-input. N'importe quel opérateur peut envoyer autant d'outputs qu'il veut, en fait. On peut avoir des outputs secondaires. Il y a des opérateurs asynchrones, assez utiles si vous avez par exemple des tâches à faire qui demandent des connexions extérieures. Mais là, je vais vraiment zoomer sur quelques fonctionnalités qui me paraissent vraiment importantes à connaître. Et une des plus importantes, c'est la gestion du temps. Donc Flink propose deux temps différents dans son job. Le processing time et l'event time. Le processing time, c'est ultra simple, c'est le temps de la machine. Quand la machine dit qu'il est 12h42, bah Flink il dit ok d'accord, je déclenche mes timers de 12h42, ma fenêtre qui se ferme à 12h42, bah je la ferme puisqu'il est 12h42, puis je commence celle qui commence à 12h42. L'event time, c'est le temps qui est marqué dans l'événement. Et là, c'est un peu plus compliqué à gérer parce que bah, les événements, rien ne vous garantit qu'ils sont exactement dans l'ordre. Généralement, il y a un ordre approximatif. Mais déjà, en input, si vous avez du Kafka, par exemple, bah, l'ordre, il est garanti que par partition. Et même si en input, l'ordre est parfait au niveau de la source, comme vous avez eu du parallélisme dispatché sur différentes subtasks, l'ordre a pu changer. Pour ça, Flink gère un système de watermark, donc ça n'a rien de spécifique à Flink, hein, c'est un mécanisme assez classique pour ce genre de problématique. Et en gros, le watermark de 12h42, ça veut dire, au fait, tous les messages qui datent de avant 12h42 sont passés. Donc Flink, quand il reçoit le watermark 12h42, il se dit, ok, je ferme ma fenêtre 12h42, je déclenche mon timer. Par contre, la fenêtre qui se commençait à 12h42, il y a belle lurette qu'elle est commencée, hein, elle, on l'a ouverte au premier message qui rentrait dedans. C'est juste, ok, maintenant je peux fermer tout ce qui ferme à 12h42. En parlant de fenêtres, du coup, Flink offre une liste de fenêtres par défaut en fait, pour travailler. Je vous l'ai fait vite fait. Les tumbling windows, elles s'enchaînent. Une fenêtre se termine, la suivante commence. Les sliding windows, c'est une fenêtre par exemple de 5 minutes, puis toutes les minutes, ça slide. Voilà. Et du coup, vos fenêtres enchaînées, il y aura des événements en commun. Une session window se termine sur une période d'inactivité. Quand il ne reçoit pas de record pendant 1 minute, par exemple, c'est bon, là, je termine la session. Ce qui peut être assez utile du coup pour effectivement gérer du trafic web, par exemple. Vous pouvez dire c'est bon, j'ai rien reçu pendant 5 minutes, c'est que l'utilisateur il s'est barré. Et enfin, il y a du pur custom. Vous pouvez faire ce que vous voulez en vrai. Vous pouvez lui dire non mais je veux que ma fenêtre compte maximum, elle fonctionne comme les précédentes, mais en plus elle compte maximum X éléments. Ou alors, non mais moi j'aurai un record qui me dira de fermer ma fenêtre. Il y a un type de record spécifique qui me dit que je peux fermer. Deux modes de fonctionnement spécifiques de Flink, alors qu'on n'ont rien à voir. En fait, je pense que j'aurais dû faire 2 slides, pour être honnête. Le batch mode, donc Flink, en gros, pour Flink, un batch, c'est juste un stream qui à un moment donné se termine. Donc c'est le même code, zéro différence. Par contre, il a quelques optimisations qu'il peut appliquer parce qu'il sait que ça va se finir. A noter que Flink gère un switch automatique du batch mode au streaming mode, qui vous permet par exemple de faire du rattrapage de données en retard en batch mode, et dès que c'est fini, hop, il bascule en streaming mode pour rebosser sur les données actuelles. Fonctionnement très différent, le Table API. Donc le principe, c'est les process functions qu'on a vus en fait sur des jobs simples. C'est un peu le bazooka pour tuer une mouche. Et du coup, le Table API, c'est juste, on va faire du SQL, que ce soit en batch ou en streaming, on va faire du SQL sur nos données. On va dire, moi je voudrais select max de tel champ from tel record sur une fenêtre de temps ou depuis le début. Et du coup, dès que la valeur change, il va émettre en aval la nouvelle valeur. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, on s'en sert pas personnellement de ce mode-là. C'est pas de SQL complet, c'est un sous-ensemble du standard SQL. Et en vrai, je pense que si vous voulez vraiment faire du SQL, il y a une autre solution qui, à mon avis, aujourd'hui un peu meilleure pour ça. Ok. Donc on a fait un petit tour d'horizon là de tout ce qu'il y avait en termes de fonctionnalités de Flink. Mais du coup, alors comment il compare maintenant au reste? Alors on va commencer par un petit récap en termes de Flink. Cette slide passe vachement mieux en anglais. J'y peux rien, ils ont mal traduit. C'est leur faute. Donc, alors le bon, là où Flink est vraiment très très bon. Les performances sont excellentes, honnêtement. La latence est excellente. Le throughput est excellent. Alors j'ai vu des benchmarks, avec évidemment toute la méfiance qu'on peut avoir sur des benchmarks, mais pas forcément publiés par Flink, qui ont tendance à mettre Flink même devant Spark même en throughput, pas que en latence. Pas de beaucoup, mais un petit peu. La scalabilité, on en a parlé, elle est excellente. Et Flink est extrêmement flexible. Vous pouvez faire, on n'a jamais rencontré de cas de hey, je voudrais faire ça, je peux pas. Non, vous avez complètement la main à un assez bas niveau en fait, au niveau de la gestion de votre état, de vos événements, etc. Et enfin, Flink propose pas mal d'intégration cloud. Donc j'ai dit, il y a plein de connecteurs différents. Donc maintenant, le déploiement encouragé, c'est plutôt Kubernetes. Nous, on a encore aussi une version de Legacy qui tourne sur du Zookeeper,
Par contre, alors qu'est-ce qui va pas? Le mauvais. Un truc qui a dû un peu se voir, c'est que Flink, c'est pas simple. Honnêtement, c'est vraiment Flink est un outil complexe. Pour une tâche, un job simple, je vous conseille pas en fait. Ça prend du temps de monter un cluster Flink, ça prend du temps de créer un job Flink, ça prend du temps de l'optimiser. Et du temps à la fois de le faire, puis juste de faire monter en compétence votre équipe dessus. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez complexe. C'est le prix que vous payez pour la flexibilité et les performances. On a parlé déjà d'élasticité et de tolérance aux pannes, je ne vais pas revenir dessus, même si ça a tendance à s'améliorer pour la partie, sur cette partie-là, en particulier sur l'élasticité. Et enfin, il y a la petite problématique des montées de version, où en fait, Flink propose rien. Une montée de version, du point de vue de Flink, tu désinstalles ton job et tu réinstalles la nouvelle version à partir du checkpoint d'avant. Et s'il y a eu des changements de structure d'état entre avant et après, tu te démerdes. Donc on a des mécanismes pour ça. Je vous renvoie à un talk que j'ai fait à Flink Forward. Vous cherchez sur YouTube Flink Forward Datadome. Il y aura un talk où on présente un petit peu ce qu'on a fait, et puis un autre talk où je parlais d'un outil qu'on a mis en place pour gérer les changements d'état. Mais c'est pas nous, alors notre solution qu'on n'aura pas à tout le monde, parce que juste on purge l'état s'il est plus compatible en fait, en mode c'est pas très grave. J'ai vu vous pouvez aussi tenter de faire transformer votre état, mais alors là, ça commence à vraiment devenir complexe. Et si vous voulez faire votre montée de version sans interruption de service, pas le choix, il faut du blue-green deployment. Vous n'avez rien d'autre. Et Flink ne vous aidera pas à le monter. Démerdez-vous. Et enfin, le moche. Alors la partie moche, c'est la partie qui ne va pas être rédhibitoire pour choisir Flink. C'est pas forcément ça qui va vous faire changer d'avis, mais vaut mieux être au courant avant de se lancer. Alors je vais reparler au scalaïste, je vais commencer par le bas. Oui, on est bloqué en Scala 2.12.7. C'est pas la faute de Flink, c'est qu'ils ont pété la compatibilité entre Scala 2.12.7 et 2.12.8. La compatibilité binaire a été cassée. C'était sur un truc qui ne servait à personne. Flink sont bloqués en 2.12.7 depuis un bon moment. Ça devrait changer tout simplement parce qu'ils vont faire sauter la dépendance Scala. Ils n'auront plus de Scala dans le corps. On pourra toujours nous faire du Scala en appelant les API Java, et il y a déjà les projets qui se sont lancés pour faire des surcouches d'API Scala sur l'API Java. Plus embêtant pour tout le monde, vous avez vu un petit peu l'API est pique. Sur toutes les process functions, les bouts de code que je vous ai montrés, j'ai triché en fait, ça compile pas si vous essayez. Parce que toutes les méthodes throws exception. Toutes. Voilà. Vous avez peut-être vu aussi qu'on ne récupère pas le state pareil, le broadcast state et le state des clés. Celui des clés, on le récupère à partir d'un getRuntime context, alors que celui du broadcast, on le récupère à partir du contexte qui est passé en paramètres. Ça fait vaguement sens au niveau de l'implémentation interne, ça fait aucun sens au niveau de l'API. Et des trucs comme ça, les fonctions asynchrones, c'est pas une fonction sur le stream pour la passer. On a une classe utilitaire qui prend en paramètre le stream et la fonction asynchrone. Alors, en ce cas-là, on a fait des extension méthodes, mais bon, en Java, vous vous habituez quoi. Le dashboard, alors je n'ai pas mentionné tout à l'heure, mais le dashboard Flink, honnêtement, montez-vous des métriques. On utilise Grafana par exemple pour avoir des métriques sur notre job, mais il est ni très pratique, ni très stable. En fait, dès que Flink a des difficultés, c'est exactement quand vous avez envie d'avoir un dashboard qui fonctionne, il a tendance à cracher. Il crache parce que la moindre erreur de requête, le moindre timeout, il crache l'UI dans le navigateur. Donc ouais, le dashboard Flink, c'est pas la joie. Mais bon, par contre, à côté, les métriques sont très très bonnes. Donc nous, en fait, on suit ce qu'il fait sur Grafana, hein, pas sur le dashboard. Et enfin, il y a quelques sujets avancés. Si vous voulez être sérieux avec Flink, il va falloir forcément, notamment, gratter la sérialisation. Super important pour les perfs de Flink. Et ça, c'est très mal documenté. C'est vraiment pas simple. Et le seul moyen de comprendre comment ça marche, c'est d'ouvrir le code source de Flink et d'aller gratter dedans. Et d'aller comprendre exactement comment ça marche, comment ça fonctionne. La documentation là-dessus est très insuffisante. Du coup, comment ça compare avec les voisins? Alors avec Spark déjà, qui est un peu le standard auquel il faut absolument comparer, Spark c'est du micro-batch, le Spark Streaming. Mais du coup, les performances, en latence, ça ne le fait pas. En throughput, il est légèrement en dessous, à nouveau, selon les benchmarks, mais honnêtement, c'est le genre de truc qui peut facilement changer d'une version à l'autre. Par contre, là où Spark est très fort, c'est que son écosystème. Spark est juste plus mature, ils ont un écosystème plus riche, et en particulier sur le machine learning et les stats. On avait commencé certains projets avec Flink Batch. On a basculé sur Spark parce qu'on ne trouvait pas ce qu'on voulait en termes de librairie machine learning. Une autre alternative, c'est Rising Wave, qui a été lancée d'ailleurs par une personne qui est également les fondateurs de Flink, qui a un peu appris de Flink et qui partit sur une direction assez différente. De plus simple, on va faire du pur SQL. Pour le coup, ça implémente l'intégralité du dialecte PostgreSQL. Plus simple, pour le coup, lui, il est élastique, vraiment. Je ne sais pas comment ils font.
Par contre, la scalabilité, étant donné qu'elle n'est pas du tout mise en avant dans leur documentation, bah, j'assume que ça ne doit pas forcément être un point fort. Après, j'ai pas testé. Donc peut-être que je me trompe et que c'est vachement bien. Clairement, par contre, ça n'a pas la flexibilité de Flink. Vous êtes tout simplement sur juste du plus simple. Après, j'ai deux autres solutions qui, elles, pour le coup, sont très différentes, puisque là, on n'est plus sur des plateformes, on est sur des librairies, donc avec Kafka Streams ou AK. Bah, vous avez une application existante, vous avez juste du traitement streaming simple à faire. Ouais, Flink, c'est overkill. Hein. Kafka Stream, problème, bon, c'est le cas Kafka. Si vous voulez ouvrir autre chose, il faut faire du Kafka Connect. Si vous avez déjà fait du Kafka Connect, je ne vous le souhaite pas. Deux modes de fonctionnement dans Kafka Stream, un mode très simple en mode DSL et un mode plus complexe en mode topologie qui arrive à peu près à gérer tous les cas. Par contre, à ma connaissance, Kafka Stream n'offre pas de mécanisme de récupération. Son état, il est géré soit en mémoire, soit sur RocksDB, mais dans ce cas, les perfs sont pas top, soit en mémoire, et bah, si un nœud se casse la figure, vous n'avez plus votre état, et votre seul recours, c'est de soit de recommencer à lire depuis le tout début, bah, soit tant pis pour l'état. AK. Alors, AK, bah, forcément, licence, c'est bon, tout le monde, tous ceux qui connaissent AK connaissent le problème, je ne vais pas revenir dessus. Et l'élasticité d'AK, un peu le même problème que Flink en fait. En théorie, on peut rajouter des acteurs, mais oui, mais l'état qui est déjà sur les acteurs existants, j'en fais quoi moi? Donc en théorie, bah, vous pouvez le basculer, mais bah, c'est vous codez à la main comme vous voulez. Vous devez tout coder à la main, quoi. Il n'y a rien de prévu de base. AK va clairement être beaucoup plus bas niveau. Ce qu'en ressort de tout ça, c'est qu'il y a clairement des cas où un autre outil va être meilleur. Vous voulez faire du batch et surtout du ML, Spark. Vous êtes sûr que le SQL, ça vous suffit pour les traitements streaming que vous avez à faire? Sérieusement, essayez Rising Wave. Vous avez déjà une appli et du batch relativement simple. AK, Kafka Stream, il y a d'autres solutions encore. Par contre, si vous avez vraiment besoin de latence la plus courte possible et de scaler super large et d'avoir la flexibilité de faire vraiment ce que vous voulez, je ne connais pas de meilleure aujourd'hui solution que Flink. Il n'y a pas de better Flink. À ce qu'il fait, Flink est le meilleur. Aujourd'hui, je n'ai pas de meilleure solution à proposer. C'est juste que ce qu'il fait, bah, c'est quelque chose de particulier. J'ai fini. Merci de votre attention. Ouais, je vais zoomer, hop, un coup de trop. Vous avez promis, oui, vous avez promis de vous montrer, ça ressemble. Voilà nos vrais jobs en fait. Le job de détection, c'est celui du haut. C'est flou, hein. C'est pas l'appel de zoomer comme des fous pour essayer de voir ce qu'on fait, ça se voit pas. Donc voilà. Ça vous donne une idée un petit peu d'un vrai job Flink. Et du coup, j'ai 2 minutes pour des questions. Ouais, alors il y a un micro à ta droite. Sinon, je répète la question, vas-y. J'ai une question concernant la récupération de l'état. Ouais. Oui, bonjour, merci pour la présentation. J'ai une question concernant, en cas de crash, tout à l'heure vous avez évoqué le fait qu'on avait des mécanismes de reprise seulement. Ouais. Les états, ils sont stockés en mémoire. Comment... Alors, c'est le mécanisme de checkpoint dont je parlais plus tôt. C'est vrai que je suis pas... pour reclarifier un peu ça. L'état, il va être checkpointé régulièrement. Et le checkpoint, pour le coup, c'est un espace centralisé. C'est fait sur un espace centralisé. Nous, on utilise S3. N'importe quel système de stockage distribué fait l'affaire. Et du coup, c'est à partir de ce stockage centralisé qui va restaurer l'état sur un redémarrage. Donc sur un redémarrage, oui, on va être beaucoup plus lent, parce qu'on va devoir charger l'état depuis un repository distant. D'accord, merci. Vas-y. Alors, qu'est-ce qui déclenche le checkpoint en fait? Est-ce que c'est des intervalles de temps? Est-ce que c'est intervalle de temps. Alors on peut en déclencher un manuellement. Alors Flink fait une différence entre checkpoint et save point. C'est pratiquement le même contenu, c'est juste que le save point est manuel. Un checkpoint se déclenche automatiquement. Vous avez grosso modo un intervalle de temps, lui dire par exemple toutes les minutes. Et vous pouvez aussi lui dire un intervalle minimum entre 2 checkpoints. Genre par exemple toutes les minutes, mais au moins 20 secondes après le précédent. Genre s'il y en a un qui a commencé à tarder, que les checkpoints ne commencent pas à s'accumuler. Mais voilà, c'est typiquement synchrone quoi. Et du coup, il faut pas que l'état il varie trop quoi. Ce que tu disais. Comment ça? Il faut pas, parce que, entre les deux intervalles de temps, Ouais. il peut y avoir des variations d'état, non? Ah oui, bien sûr. Et à chaque fois, dans ce cas-là, on ne prendra pas en compte les dernières variations. Ah, on va rejouer les messages. Ah oui, oui. C'est ça, qu'on reconsomme les messages qui ont été. Oui, sur une reprise. Oui, d'accord. Oui, sur une reprise sur erreur, on va reconsommer les messages qui sont passés depuis le checkpoint. Okay. Tout revient à l'état initial, y compris les sources. Donc tous les messages qui n'étaient pas pris en compte, ils seront pris en compte. J'ai 3 secondes pour une dernière éventuellement. Ça a l'air bon.